Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire notre top PEA-PME du mois de juin 2023. Je sais, ça fait à peu près quelques mois qu'on n'en a pas fait, d'accord? La dernière fois qu'on en a fait, c'était au mois de mars. Et je rappelle toujours que je ne suis pas français, je n'ai pas de PEA ni de PEA-PME, d'accord? Donc, ce n'est pas un exercice que je vais avoir tendance à faire tous les mois, même si j'aimerais le faire. Mais surtout que parfois, je trouve également qu'on se limite beaucoup aux entreprises franco-françaises ici, mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on ferait également la même chose parce qu'il y a déjà certaines entreprises intéressantes déjà en France, ok? Donc, on va généralement ici se focaliser uniquement sur la France uniquement. Ce n'est pas que le PEA, PME, il n'y a pas d'entreprise européenne qui pourrait pas être éligible. Je pense que c'est à peu près la même chose qu'avec un PEA, sauf qu'il y a une particularité, l'entreprise doit avoir moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires, moins de 2 milliards en termes de taille de bilan et moins de 5 000 employés. Enfin, je pense que c'est bien ça. Donc, je l'ai vu à ce niveau-ci. OK. So, maintenant, s'il y a des précisions à voir, laissez-moi savoir ça en commentaire. OK. So, ici, comme d'habitude, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Ça ne veut pas dire que à la fin de cette vidéo, si vous allez prendre toutes ces entreprises, vous allez les acheter. Non, 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 non. Mais ça pourrait être intéressant à les creuser en supplément. OK? Donc, retenez que ça reste une enveloppe fiscale comme une autre. Ici, il vaut mieux en profiter, surtout quand on vous propose ce genre de choses-là. Vaut mieux en profiter. Donc, si vous avez rempli vos PEA, il faut également essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire avec le PEA-PME. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des ETF qui sont également éligibles à ce niveau-là. Je vous laisse aller vérifier ça. Dans tous les cas de figure, le but n'est pas généralement d'acheter uniquement des actions. Si vous ne pouvez pas faire le travail d'analyse nécessaire ici, limitez-vous aux ETF et basta. OK? Donc, ici, je me focalise uniquement pour ceux qui vont faire du stock picking. La plupart de ces entreprises, on a déjà eu à les étudier sur la chaîne. Certaines sont correctement évaluées, mais voilà, ont peut-être un potentiel de croissance assez intéressant. Certaines sont sous-évaluées présentement. Et donc également, retenez que quand on est sous-évalué, il y a souvent également une situation spéciale qui vient avec. Donc, il va falloir généralement l'identifier. C'est le rôle, c'est le travail que vous devez effectuer ici. OK, donc j'ai pris une longue liste. Moi, d'habitude, je ne prends pas un screener particulier. Mon screener est très ouvert. Je me suis limité uniquement aux entreprises françaises, un revenu d'au moins 100 millions, maximum à 1,5 milliard. Ça, c'est en dollars. En plus, j'aurais pu mettre ça en euros. Bon, on va voir ça. On va mettre ça en euros, voir si ça change quelque chose. Voilà. Et ça, maintenant, par rapport au nombre d'employés, j'ai pris maximum 5 000. Parfois, on n'aura pas certaines informations ici. Donc, dans tous les cas de figure, on a 154 choix en France. OK? Je ne dis pas que c'est tout parce que je sais généralement que ce logiciel-ci a tendance également à... Voilà, il y a certaines entreprises qu'il ne va pas prendre en considération. Par exemple, s'il n'a pas l'information concernant le nombre d'employés, au lieu de mettre 0, ou bien ne rien mettre, voilà, dès que je me le mets à 5 000, de le moment où il ne trouve pas l'information ici, il ne va juste pas me faire remonter cette entreprise-là. OK? Donc, n'oubliez pas ça. Maintenant, quand on clique, qu'est-ce qu'on a? Alors, je l'éclate généralement ici par capitalisation boursière. Donc, je sais à peu près quel genre d'entreprise que je recherche généralement ici. Oui. Premièrement, je prendrai Soitec. Je pense que Soitec peut avoir tendance à tirer son épingle du jeu ici aujourd'hui par rapport à la situation actuelle. Donc, on peut prendre ici, on met Soitec. La première entreprise qu'on va mettre, c'est du Soitec. Bon, je ne sais pas comment on l'appelle ici, c'est Soitec, Soitec. Dans tous les cas de figure, c'est la première entreprise que je mettrai sur la liste. La liste ici n'est pas classée de la meilleure à la pire. Non, non, non. C'est juste une liste. Voilà. C'est juste le nombre d'entreprises. C'est pas une liste ici. C'est pas un classement. D'accord? Donc, ici, nous avons le revenu, etc. Donc, nous voyons que c'est une entreprise qui avait tendance à souffrir. Mais sur les dernières années ici, il y a quelque chose qui se passe. De manière positive, depuis 2017, ici, c'est une entreprise qui gagne de plus en plus d'argent. Tant mieux. Maintenant, libre à vous. Maintenant, pas libre à vous. Le plus important maintenant, c'est de comprendre pourquoi. Donc, je vous laisse aller lire les rapports financiers par rapport à cette situation-là. OK? Donc, elle n'a pas un passif extraordinaire, mais sur les dernières années, il y a dû avoir un changement ici. Et quand on regarde également par rapport aux prévisions des analystes, je vais juste me limiter au... Moi, j'aime bien utiliser le PER. Il est très facile à utiliser, même si d'aucuns ici ont tendance à dire qu'il est trop simple, mais justement parce qu'il est simple qu'il est bien. D'accord? On voit ici que les analystes s'attendent à avoir à peu près, attention, une année 2023. Je pense ici, elle publie vraiment son année fiscale se termine en mars de chaque année. Donc déjà, je pense qu'elle a déjà publié un résultat financier ici pour l'année 2023. Donc vous allez l'année 2024 ici, on s'attend à des bénéfices nets en berne. Mais à partir de 2025, 2026, etc., on a quelque chose d'assez intéressant. Donc surtout à partir de 2026. OK? Donc on pourrait se dire que les prévisions sont peut-être bonnes ici. Donc à la limite, pour ce genre d'entreprise, si on se dira qu'on est correctement évalué,
OK? Mais maintenant, toute perspective de croissance ici supplémentaire, ça sera que du bonus. OK? Donc ça, c'est ce que je pourrais dire par rapport à Soitec. OK? So, maintenant, la seconde sur la liste ici, et je vais de tête. Alors, la seconde sur la liste, je pourrais mettre GTT, mais vous savez que GTT, par rapport au... Mon problème, c'est... GTT, c'est une belle entreprise, hein, qu'on se dise la vérité. C'est une très belle entreprise. C'est juste parce que c'est juste... Mon problème, c'est juste au niveau des commandes, en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas, enfin, déjà, il n'y a jamais de garantie ici, mais je cherche à peu près quelle est la probabilité pour qu'on reste, quelle est la moyenne de commandes qu'on pourrait avoir année après année ici. Parce qu'on constate que, par rapport au méthanier ici, parce qu'on constate que le revenu a tendance à augmenter de manière significative en quelques années. OK? Alors qu'on avait, c'est une entreprise qui gagnait très bien, qui gagnait beaucoup d'argent déjà à la base. OK? Donc, avait des revenus à peu près stables. Mais vous constatez que cette période-ci, c'est une période qui, moi, je pourrais considérer comme étant exceptionnelle, mais encore, d'accord, il faudrait aller creuser derrière. À ce niveau-ci, on avait en moyenne combien de commandes? À ce niveau-ci, on se retrouve avec combien de commandes ici? Et qu'est-ce qui a poussé ce genre de commandes-là? OK? Comme je le dis toujours ici, le plus important, généralement, c'est de comprendre l'industrie dans laquelle exerce la compagnie en question. OK? Si moi, je mettrais du GTT ici, je dirais que je la mettrais uniquement sur la liste parce que je considère qu'elle est correctement évaluée. Maintenant, si la croissance des bénéfices nets reste à peu près stable dans le futur, tant mieux. OK? Donc, ici, généralement, c'est important de connaître. Quand vous voulez analyser une compagnie, il faut poser des questions. C'est très important. La première étape, c'est la compréhension des moteurs d'activité et des bénéfices. D'accord? So, vous allez voir ici que la première chose que vous allez généralement demander à ce niveau-ci, c'est un aperçu du secteur. Comment est-ce que l'industrie se comporte en date d'aujourd'hui? C'est le plus important. Donc, avoir une base à peu près de l'industrie dans laquelle exerce la compagnie. Hormis, après ça, vous allez aller regarder la description de la compagnie. Comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps? L'histoire même de cette compagnie-là. Est-ce qu'elle a évolué en faisant des acquisitions, des fusions, elle va faire des acquisitions? Est-ce qu'elle a vendu certains segments d'activité? Est-ce qu'il y a un changement stratégique au point... Est-ce qu'il y a eu un changement stratégique au sein de l'entreprise ici, ce qui lui a permis d'avoir des bénéfices nets extraordinaires? Question. Donc, les différents segments d'activité, les actualités récentes, d'accord, les communiqués de presse, etc., afin d'avoir à peu près une mise à jour de ce qui se passe actuellement sur la compagnie. Donc, en mis cela, vous regardez également le marché et les clients de cette compagnie-là, d'accord, ils exercent quelle est la taille du marché, qui sont les clients, est-ce qu'on a un gros client, est-ce que nos clients est-ce qu'on a une base de clients assez concentrée ou bien très diversifiée? C'est important. La concurrence également, à quel niveau on se situe, quelle est notre part de marché ici par rapport aux plus gros joueurs? Est-ce que nous sommes un gros joueur? Est-ce que nous sommes un petit joueur? Voilà des questions que vous devez vous poser quand vous lisez les rapports financiers. En fait, cette partie-ci, en fait, ça fait partie de la formation comment lire les rapports financiers. Donc, vous pouvez retrouver ici dans le service Top Premium, notamment pour ceux qui vont prendre les formations actuelles et à venir. D'accord? Donc, ici, on apprend à poser les bonnes questions. D'accord? Comme je l'ai dit, chaque entreprise, toutes les entreprises ne s'analysent pas de la même façon, dépendamment des secteurs d'activité. Mais de manière générale, les questions à poser vous pouvez les retrouver ici. Ça, c'est juste la première étape. Il y en a 5. En tout cas, selon moi, il y en a 5. Ça vous permet d'avoir une vue générale de la compagnie, comment est-ce que ça se passe. Au sorti d'ici, quand vous posez ce genre de questions-là, vous savez déjà qu'il y a de fortes chances, ça vous permet d'éliminer énormément de mauvaises entreprises, également de répondre aux bonnes questions. Ça ne sert à rien de savoir que oui, cette compagnie-ci a signé un énorme contrat. OK, mais si on a signé un énorme contrat et qu'on se rend compte que notre plus gros client, c'est peut-être Walmart et que Walmart représente peut-être 60% de nos revenus, là, ça veut dire que, attention, c'est un danger. Parce que Walmart a un pouvoir sur nous, parce qu'ils ont la même information. Ils savent que s'ils demandent ici qu'on baisse les prix, on pourrait le faire. OK, je n'aime pas les entreprises qui ont une base de clients qui n'est pas assez diversifiée. OK, donc ça peut également être un risque. C'est peut-être pour ça qu'on va payer des multiples moins élevés que ça, parce que ce risque-là est présent. OK, donc les amis, c'est important de poser les bonnes questions. Comme je l'ai dit tantôt ici, le lien est dans la description de la vidéo pour le service Top Premium. OK, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça. Au-delà des formations également, ici, vous avez tout ceci. Mais attention, quand vous payez pour le service Top Premium, c'est uniquement pour ça. Et pour ceux qui veulent les formations, c'est un supplément qui représente ça. Et uniquement pour le nombre de personnes restantes ici. OK, so maintenant, je reviens au niveau de GTT. Je pourrais mettre GTT sur la liste, mais pour moi, GTT sera correctement évalué. On va la mettre, pourquoi pas. OK, la prochaine entreprise sur la liste ici, je pense que je prendrai la compagnie qu'on appelle, TFF, d'accord? Donc, je l'avais mis ici quelque part. Voilà, TFF.
je pense que c'est Tonellerie François Frère, si je ne me trompe pas, TFF Group. On l'a pas encore eu à l'analyser sur cette chaîne-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas, enfin, je l'ai sur mon radar depuis, enfin, sur la liste des entreprises à analyser. Je dirais que cette compagnie-ci est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Toute croissance supplémentaire sera tout simplement bénéfique pour cette compagnie-ci. Et en termes de croissance supplémentaire ici, est-ce que l'entreprise, je pense qu'elle est leader sur son marché d'activité par rapport à ce qu'elle fait précisément ici. Et les analystes s'attendent à peu près à avoir du 2,84 € d'ici 2024, donc là d'ici l'année prochaine. D'ici 2025, on est à 3 euros. Donc 3, si on le prend ici, admettons que ça arrive, d'accord, dans un environnement dans un environnement normal, on sera à peu près à un rendement de 7,5% ici. C'est pas mal pour une entreprise qui a la capacité de continuer, la capacité de croître. Donc attention, regardez la taille du marché. OK? Donc je mettrai ici TFF sur ma liste. Donc je la mettrai là, TFF. OK? Maintenant, la suivante ici, on a déjà cité Soitec, Wavestone. Wavestone, j'aime bien. Les ESN ici, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais elles doivent avoir, elles ont tendance à être enfin, à avoir de très bons résultats. Surtout en France, on a tendance à avoir beaucoup d'entreprises dans ce secteur d'activité-là. Donc, vous pouvez voir ici, voilà. Donc, vous pouvez voir ici les revenus de la compagnie. Et c'est excellente croissance, tant mieux. Moi, j'aime bien aller regarder uniquement les prévisions ici, d'accord? Donc, pour aller rapidement ici. Donc, j'aime bien prendre les prévisions ici par rapport, et je prends justement les prévisions avec énormément d'analyse sur le dossier, d'accord? C'est toujours important. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément raison. C'est une indication comme quoi on est optimiste ou pessimiste, ok? Donc, vous voyez ici qu'en termes de bénéfices nets ajustés, les analystes ici s'attendent à peu près à du 3,49 € en médiane d'ici 2025, disons 3,49 €, pourquoi pas. Par rapport au prix actuel, on est à peu près à 50 € par là, on a à peu près un rendement sur cours d'à peu près 6,98%. Et évidemment, il y a un potentiel de croissance encore dans le futur. Donc, parce que vous pouvez le voir ici, c'est un business qui a tendance à croître. Mais comme je l'ai toujours dit ici, le plus important, comme vous allez revenir ici, c'est de connaître à peu près quel est le moteur de cette croissance-là. Quand on revient ici à l'aperçu du secteur, l'évolution, y compris les moteurs et les risques, d'accord? Donc, quel est le moteur de la croissance? C'est bien de savoir qu'il y a de la croissance, mais quel est le moteur? Qu'est-ce qui drive la croissance? C'est ça qui est important. Une fois que vous avez, une fois que vous avez cette réponse-là, c'est plus facile pour vous d'à peu près faire des prévisions dans le futur. Ok, ça devient moins difficile. Je ne dis pas que c'est plus facile. Ça devient moins difficile, on va le dire comme ça. Parce que ça reste ici... Excusez-moi. Excusez-moi. Ça reste ici une activité, faire des prévisions à long terme ici, ça reste également un exercice assez compliqué. OK? So, Wavestone, pourquoi pas? Pourrait avoir une place ici dans notre liste d'entreprises intéressantes pour le portefeuille, pas le portefeuille, mais pour l'enveloppe fiscale PEA-PME. OK? On continue avec EuroAPI. Je sais que beaucoup n'aiment pas EuroAPI. Ok, mais je pense que sur le plan quantitatif, ça peut être intéressant à les creuser. Elle a eu quelques petits problèmes dernièrement. Elle est nouvellement cotée également. Mais mon problème avec cette compagnie, c'est surtout la concentration par rapport à un gros client. Je pense que c'est un spin-off ici de Novartis ou bien de Sanofi, un ou l'autre ici. Donc, on pourrait aller vérifier ça ici. J'oublie généralement ici parce que les pharmaceutiques, ce n'est pas des entités qui m'intéressent généralement. Donc, EuroAPI, je pense que EuroAPI, spin-off... Spin-off. Donc, pour retrouver l'information. Voilà. Voilà, c'est Sanofi qui a spin-off EuroAPI. OK, donc elle doit avoir ici, une entente commerciale avec Sanofi. Donc, peut-être que Sanofi reste un de ses plus gros clients. Est-ce que c'est bien? C'est compliqué. OK, il faut voir ici si Sanofi paye bien par rapport à la moyenne, etc. Donc, ça pourrait être assez intéressant ici. Au prix actuel, si l'entreprise réussit à atteindre les prévisions fixées et qu'elle arrive à dépasser la situation actuelle, notamment par rapport à tout ce qui concerne ici. Je pense que c'est des problèmes ici d'ordre... je pense on avait des problèmes au niveau de... Il y avait des défauts de fabrication, si je ne me trompe pas. Donc, s'ils arrivent à dépasser ça ici, c'est un problème temporaire généralement. OK, c'est généralement, on va le mettre ça dans tout ce qui concerne ici les problèmes temporaires. On s'attend ici à des bénéfices nets ici ajustés de l'ordre ici de 0,79 €. Disons même 0,79 € d'ici 2024, ça fait près de 8% ici. OK? Et au-delà de ces années-là, on s'attend à une certaine croissance. Tant mieux si ça arrive. Donc, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, ça serait intéressant d'aller creuser du EuroAPI. Elle n'a pas également une énorme dette ici, donc ça pourrait être assez intéressant. Et attention, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas une énorme dette qu'elle ne va pas prendre de la dette ici. Il faut regarder ici si l'outil de production
ne nécessite pas ici une mise à jour. Faites attention. Parce que parfois, quand on spin-off des activités ici, généralement, on vous envoie des activités qui ne sont pas intéressantes ou bien des entreprises qui méritent, qui demandent un énormément de capital ici pour pouvoir améliorer l'outil de production. Ça peut arriver. En tout cas, EuroAPI, ça pourrait être intéressant à aller regarder également. Donc, après EuroAPI, on va passer sur Thermador. Est-ce qu'il faut encore parler de Thermador? On l'a déjà mentionné plusieurs fois ici. Ok, donc je dirais que après EuroAPI, on mettra Thermador sur la liste. Thermador, on en a parlé. Je vous laisse, on a plusieurs vidéos sur Thermador ici, donc je vais juste passer à autre chose ici, mais je la mettrai sur la liste. Comme Delta Plus également, on en a toujours parlé, on en a également parlé. Donc Delta Plus, on la met sur la liste. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Delta Plus ou bien les vidéos sur Delta Plus. Infotel, on n'en a jamais parlé, ok? Et voilà, c'est en regardant à peu près des entreprises comme Wavestone, j'ai regardé, je dis, oh, Infotel, ça pourrait être assez intéressant. Je pense que je l'ai déjà mentionné une fois ici, mais bon, voilà, c'est à peu près la même histoire que Wavestone. Hein. Maintenant, ça dépend, il faut voir s'ils sont dans le même secteur d'activité, s'ils font la même chose ici, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'on est dans les ESN qu'on fait précisément la même chose. Donc, vous pouvez voir ici que c'est un business qui arrive à faire de l'argent ici année après année, et c'est ça le plus important. Bénéfice net, oui, les compagnies européennes, je regarde les bénéfices nets, même si j'aurais tendance également à aller reconstruire les free cash flow parce que ces free cash flow peuvent être impactés négativement par les loyers, mais il semblerait-il que cette entreprise-ci, voilà, on a quelque chose qui va dans le même sens, ok? Donc, quand on regarde les net income ici, c'est une entreprise qui rapporte à peu près une vingtaine de millions ici. En termes de marge, est-ce que c'est quelque chose qui augmente? Parce que c'est bien de regarder en termes de volume, mais est-ce que les marges augmentent? On a les marges à peu près, voilà, c'est une certaine stabilité, on va le dire comme ça. Donc, on a une vingtaine de millions qu'on rapporte ici. Est-ce que les analystes sont optimistes par rapport à cette entreprise-ci? Ici, on va aller regarder ça rapidement. Donc, si les analystes, ça veut juste dire que si les analystes, on va vérifier si les analystes sont optimistes ou pas. OK? Donc, est-ce qu'ils sont optimistes? Oui, semblerait-il qu'ils soient optimistes ici. On s'attend à du 3,84 € ici. Tant mieux, 3,84 € par rapport au prix actuel. Si on arrive à réaliser cela ici, divisé par le prix actuel à peu près à 58 €, on est à peu près à 6,6%. Donc, ça veut dire que pour moi, je dirais qu'on est correctement évalué ici. Maintenant, si à partir de 2025, on atteint le 4,34 €, là, ça pourrait commencer à être très, très, très intéressant. C'est surtout le potentiel de croissance ici. Il me semble qu'on ne surpaye pas pour cette croissance-là et c'est une entité qui n'est pas endettée du tout. Donc, c'est assez intéressant à aller regarder également ici. Je ne fais pas mention de dividendes dans aucune de ces entreprises-là parce que je pense que c'est un exercice que vous êtes capable de réaliser vous-même. OK? So, Infotel sur la liste. Après Infotel, qu'est-ce qu'on va prendre sur la liste ici? On pourrait rajouter du Aiko. Aiko, très petite entreprise, mais qui est également, je pense, qui est assez bien gérée et qui également, je pense, avait beaucoup de cash. On en a parlé dans une vidéo, mais ça fait très très longtemps. Peut-être qu'une mise à jour s'impose ici, mais voilà, il y a tellement d'entreprises qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore mentionné ici que voilà, ça devient. Je ne sais pas si je fais une vidéo sur Aiko, mais comme je l'ai dit, quantitativement, ça reste assez intéressant. Est-ce que c'est donc nécessaire de faire une vidéo sur Aiko? Bref, allez-y regarder cette compagnie, ça peut être assez intéressant à creuser. Ils ont énormément de cash également, mais ce cash-là, peut-être qu'il sert à quelque chose, faites attention. Ok, il faut également voir les ententes commerciales qu'ils ont avec d'autres entités ici. Et comme je faisais, également pour les entreprises européennes, faites attention à la redistribution du cash ici. Qu'est-ce qu'ils font avec ce cash-là, etc. Je vois qu'ils paient un gros dividende, etc. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Point d'interrogation. Je pense que j'ai répondu à cette question-là sur la dernière vidéo concernant ici Aiko. OK? Donc, après Aiko sur la liste, on pourrait rajouter quelle autre entreprise ici? Alors, Katana. Si on met Katana Group, je pense qu'on va également mettre Fountaine Pajot. OK? Donc, Katana Group, Fountaine Pajot sur la liste. OK? Katana, on en a également parlé. D'accord? Ça reste également, même si Fountaine Pajot également, même si je pense qu'il faudrait revenir sur Fountaine Pajot un tout petit peu. Mais comme je l'ai dit ici, regardez le business en profondeur, s'il vous plaît. Les chiffres sont bons, ça reste des compagnies cycliques ici. Comment est-ce oui, les carnets de commandes sont pleins. Comment est-ce qu'elles vont réagir en période difficile? Qui achète ce produit-là? Est-ce qu'ils achètent à crédit ou pas? D'accord? So, Fountaine Pajot sur la liste. Ensuite, Precia Molène, ça sera la dernière sur la liste ici. Precia Molène, je pense que j'en ai parlé sur. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur Precia Molène, si je ne me trompe pas. Precia. Oui, la vidéo date du 2 du mois de décembre. Voilà, d'accord, donc je vous laisse aller voir cette vidéo-là. On a parlé également de Precia Molène. Je ne pense pas que mon avis va changer entre temps ici. C'est une belle entreprise. Si vous aimez Precia Molène, vous allez également aimer la compagnie qu'on appelle Mettler. Je pense MTD, je pense bien, c'est le ticket symbole. MTD, c'est Mettler Toledo, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais la trouver. Non,
MTD, pas MRD. Voilà. Mettler Toledo, c'est le leader dans ce secteur d'activité-là. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir. Si vous regardez juste les chiffres sur Mettler Toledo, d'accord? Allez les comparer à Pressa Moulin est plus petite, mais également, elle fait à peu près la même chose, mais dans un autre segment, enfin, un sous-segment d'activité ici dans ce genre, dans cette industrie-là. D'accord? Donc, tout ce qui concerne les balances, ce genre de choses-là. Donc, c'est pas des balances pour c'est pas des PS personnes, je pense que c'est plus des trucs, des choses industrielles vraiment très précises. Donc, attention, faut pas, c'est un business très particulier. Donc, ici, vous allez voir que Mettler Toledo se comporte très, très bien. Watchlist, watchlist, watchlist. OK? Important à voir dans la watch. Est-ce que cette compagnie-ci nous a proposé un prix d'achat assez intéressant sur les dernières années? C'est une entreprise que je serais bien d'accord à acheter en dessous de 20 fois les bénéfices ici. Est-ce que ça a été le cas ici? On me l'a proposé à 8 fois les bénéfices ici en 2009. On me l'a proposé ici en 2000. Non, depuis cette période-là, c'était plus intéressant. Donc en 2011, 2012 ici, on pourrait également l'acheter à un prix assez intéressant. Dans tous les cas de figure, Mettler Toledo mérite avoir une place dans la watchlist. Donc si on revient maintenant sur Pressa Molen. OK. Alors, Pressa Molen, qu'est-ce qu'on a ici rapidement? Qu'est-ce qu'on va voir ici rapidement? Voilà. Donc, Pressa Molen, croissance des revenus. On aime ça, on adore, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que les bénéfices nets sont également stables? Oui, ça c'est intéressant. C'est du 5 millions, mais voilà, assez bien géré. OK? Assez bien géré. Les free cash flow maintenant, est-ce que les free cash flow vont dans le même sens que les bénéfices nets ici? Alors, c'est peut-être questionnable ici, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison derrière. Dans tous les cas de figure, on constate ici que l'entreprise n'a pas de dette. Ça reste un business assez bien géré ici. Et c'est surtout par rapport au potentiel de croissance futur que je mets cette compagnie ici sur la liste. OK? Donc, on mettra ici du Pressa Molen. OK? Donc, Pressa Molen sur la liste. Et voilà, on a terminé notre top entreprise intéressante à avoir dans un PEA-PME. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Parmi toutes ces entreprises-ci, on les prend, on les analyse en profondeur. Comme je vous l'ai mentionné ici, voilà, vous pouvez vous baser sur ce document-ci qui va faire l'objet d'une vidéo concernant la formation, comment analyser les rapports financiers. Donc, ce n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Mais voilà à peu près les premières choses que vous devez faire, c'est la compréhension des moteurs de l'activité et des bénéfices. Qu'est-ce qui pousse ici les entreprises, les clients de cette compagnie-ci à acheter les produits de la compagnie? D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas eu une situation spéciale ici qui a boosté les bénéfices, comme par exemple la pandémie a boosté les bénéfices pour les compagnies ici dans le secteur ici des retail, ok? Ou bien ici le prix du pétrole ici a boosté les revenus sur les compagnies comme Esso, d'accord? Mais c'est légèrement temporaire, ok? Donc faites attention. Donc c'est ça qu'on appelle faire de l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif, d'accord? Donc vous ne pouvez pas juste parler de quantitatif ici et vous limitez à dire qu'on fait une analyse fondamentale. Maintenant derrière, il faut poser les questions d'où l'entreprise vient, d'où, comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps, est-ce que c'est la somme de fusion et acquisition, est-ce que c'est plutôt une croissance organique, est-ce qu'elle a plutôt un produit ici extraordinaire, voilà, ce genre de choses-là. Les clients, les segments d'activité, la géographie d'opération, ou quels sont les secteurs d'activité, quelles sont les zones géographiques qui augmentent le plus, etc. Par exemple, vous allez voir ici que Nike a publié ses résultats financiers dernièrement, vous allez voir que la zone de la Chine se passe très très... C'est une région où elle fait beaucoup de ventes en termes de revenus, bien sûr. Ok. Pourtant, c'est une région qui était censée être morte entre-temps par rapport au boycott, etc. Tout ce qui concerne les Ouïghours, blablabla. Donc, vous voyez que là, il se comporte très, très bien. Et encore, on a eu une dernière nouvelle dernièrement. Hein. Je pense que pour ceux qui suivent Footlocker, vous devrez encore regarder bien Footlocker. Parce qu'en fait, voilà. Quand un client, quand vous avez un fournisseur qui représente une grosse partie, quand vous avez ici même pas, quand vous dépendez des produits d'une seule marque ici, c'est également dangereux. Quand Nike a décidé de vendre en ligne ici ses produits, donc le vend ici direct to consumer, ça a mis Footlocker a ici été impacté négativement. Tout simplement parce que plus de 70% des ventes de Footlocker, je pense que ça venait de Nike. Et ça, c'est pas bon. Ce qui veut dire qu'on aura de moins en moins de produits Nike ici, surtout les nouvelles sorties. Donc, qu'est-ce que Footlocker a fait? Elle a essayé de se diversifier. Et pour le moment ici, semblerait-il que ça va. Et encore, Footlocker a engagé un PDG qui est très qualitatif. Et je vous ai dit que dans le segment détail les retail, le PDG, c'est important. Enfin, quoique dans toutes les entreprises, le PDG, c'est important. Mais encore plus dans ce genre d'activité ici, parce que vraiment, c'est un business, c'est un secteur d'activité difficile, surtout dans la consommation discrétionnaire. Ok, vous voyez du jour au lendemain, un de vos plus gros fournisseurs devient un gros concurrent également. Ok, donc vous constatez ici que selon
les bénéfices nets ici attendus dans les années futures, on s'attend à peu près à quelque chose d'assez intéressant aux alentours des 3 dollars. On cote à combien? 26 dollars. 26 dollars. D'accord? Donc faites attention, ça pourrait être intéressant d'aller regarder Foot Locker. Évidemment, elle a une certaine dette ici, mais je pense qu'elle a moins de payer cette dette-là. Elle a encore un PDG qualitatif ici. Et si vous allez regarder les derniers conférences call, en fait, Nike se rend compte que vendre direct to consumer, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, elle va peut-être revoir sa stratégie. D'accord? Donc, ça serait bénéfique pour Foot Locker. Voilà. Donc, c'est important d'aller lire les rapports financiers, les amis. C'est également important d'avoir l'information selon laquelle on a un gros fournisseur qui pourrait devenir un gros concurrent demain. Si on a un gros fournisseur ici, le fournisseur sait qu'on dépend de lui, donc ça veut dire qu'il aura tendance ici à demander peut-être des prix plus élevés. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium. OK? Et on se dit à bientôt. Merci.